Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongine. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestoise, Brestois, l'été commence, le mercato estival est tout de même assez calme et finalement depuis le début de cet été, on entend monter une petite musique, c'est la musique de la catastrophe financière. On a eu diverses déclarations sur lesquelles on pourra revenir et c'est pourquoi on a décidé de discuter évidemment de cette situation financière. Et pour discuter de ça, qui de mieux que celui qui s'est imposé quand même comme l'expert des finances du Stade Brestois, notamment sur le réseau Twitter, également sur le forum Allez Brest. J'ai nommé Thomas de Point Brest. Thomas, merci d'être avec nous. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Alors, Thomas nous vous voit, c'est bien normal, puisque je ne suis pas seul. Je suis avec Quentin et Fanche. Vous allez bien également ? Très bien. Ça va, je vois que ton introduction était excellente. Et oui, merci de ce cadeau. Je te l'ai délégué pour cet épisode et l'élève a dépassé le maître, je crois bien. N'allons pas jusque-là. Bon, aujourd'hui, vous avez compris, on va parler finance, on va parler gros sous, on va parler pognon. Peut-être avant de démarrer... Attends, on va parler de gros sous, on va parler de petits sous plutôt. Je pense aussi, ouais. C'est vrai. Peut-être avant de démarrer, un petit Thomas... sou est un petit sou. Oui. Allez, cette fois, on va y arriver. Avant de démarrer, Thomas, est-ce que tu veux te présenter ce que tu fais, nous dire, voilà, camarade, d'où tu parles, comme diraient certains ? Ouais, succinctement, donc Thomas, pour ceux qui me connaissent pas, je suis derrière la page Pont Brest depuis 2020, je crois que c'était une année après vous sur Twitter à peu près. Et puis l'idée a été simple, c'était de permettre aux plus jeunes supporters et aux plus aguerris de comprendre un petit peu la situation financière du club, je dirais aussi l'économie du club, et après pouvoir aussi, peut-être pour certains, faire des petits mercatos en se mettant dans la peau de Lorenzi. Voilà, c'est des informations qui peuvent être très utiles. Et sinon, après moi dans la vie, je suis quelqu'un qui est expatrié, maintenant un Breton expat à Paris, pour les études d'abord, et puis maintenant pour le travail, donc dans une boîte d'audit chez KPMG. Très bien. Est-ce que tu veux faire un audit du Stade Brestois 29 ? On lance l'idée, sait-on jamais. J'aimerais bien, mais ça dépend pas que de moi malheureusement, mais bon, on essaie de le faire sur Point Brest, c'est déjà un bon début. Tout à fait. Juste une petite question, qu'est-ce qui t'a peut-être donné envie de démarrer cette page et de parler uniquement finance, parce que c'est vrai que c'est assez rare d'avoir un compte qui est très très basé finance, quoi. Déjà, quand j'ai vu tout ce que vous couvrez comme actualité, j'ai essayé de trouver une petite place. Mais je dirais que les finances, en tout cas, c'est mon domaine d'activité. Donc après, si je peux essayer de lier une passion et le domaine d'activité, c'est comme ça que m'est venue l'idée de la page Point Brest. Et comme ça permet avec votre page, d'autres aussi pages de supporters, de couvrir, je dirais à peu près tout le champ de l'actualité du club qui nous anime tous ici. Tout à fait, tu le fais très bien. On retrouve différents trades régulièrement. Je pense notamment aux périodes DNCG. Et on va peut-être commencer par là. Et là, je vais demander un peu l'avis à tout le monde avant qu'on parle spécifiquement de la DNCG. Juste avant de signer sa prolongation, Eric Roy avait eu une conférence de presse un peu étrange dans laquelle il dit que sans la Ligue des Champions, le Stade Brestois aurait peut-être mis la clé sous la porte. Quand vous lisez ça, vous, personnellement, c'est quoi votre première réaction ? Peut-être égoïstement, je vais donner la parole à Fanche qu'on n'a pas entendu jusqu'ici. Alors moi je me prononce plus sur les finances parce que sinon je vais avoir des difficultés. Non, je rigole. Quand je lis ça, je suis surpris. Et je pense que Thomas va nous donner un petit peu plus d'explications concrètes et rationnelles ensuite. Mais je suis évidemment surpris parce que dans mon esprit de suiveur de foot de manière générale, pour moi la Ligue des Champions apportait une manne financière extrêmement importante, encore plus pour un club comme Brest qui n'était pas du tout prévu pour jouer cette compétition.
et donc des revenus qui étaient conséquents par rapport à ce qui aurait pu être envisagé. J'imagine que le club prévoit son budget en N+1, mais également les budgets des années suivantes. Et cet apport financier, moi, quand on s'est qualifié en Ligue des Champions et qu'on l'a joué, et qu'en plus on a gagné des matchs, donc on a fait entrer de l'argent via les primes de victoire, etc., je me suis dit que l'avenir économique du club était assuré peut-être pour les 2-3 prochaines saisons, qu'on aurait peut-être pu changer de modèle qui était celui de vendre nos meilleurs joueurs absolument pour combler les trous. Et finalement, visiblement, c'est pas le cas. Et c'est même peut-être encore pire que ce qu'on pouvait imaginer, à tel point que je me demande comment, et Thomas peut-être répondra aussi à ça tout à l'heure, on en a déjà parlé sur Twitter, mais dans quel état serait le club s'il n'y avait pas eu la Ligue des Champions, en fait? Bon, t'as ouvert beaucoup de choses, mais Thomas, du coup, toi, ta réaction, c'était quoi quand tu entends Eric Roy dire que sans Ligue des Champions, le club n'est peut-être plus là? Forcément surpris aussi comme Fanch, surtout que quand tu regardes un petit peu, je pense qu'on va faire un petit constat rapide des années passées, mais quand tu regardes globalement la situation comptable, globalement, tu as évidemment des indicateurs où tu te dis il faut faire attention, il faudra être vigilant, mais quand tu vois la situation actuelle, il n'y a pas finalement de quoi s'alarmer en fait. Il y a des tensions, des zones de tension, mais il n'y a pas vraiment d'indicateurs qui pourraient nous laisser penser qu'on aurait mis la clé sous la porte. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, je m'inquiète parce que si un jour on sera vraiment dans cette situation, quel va être le discours de ces personnes-là, quoi. Par contre, si tu ouvres une parenthèse, là où il y avait un indicateur clair où on pouvait mettre la clé sous la porte, c'était à Lyon. C'est à Lyon où là il y avait clairement des ratios où tout était au rouge. Là, c'est pas du tout le cas du Stade Brestois. Je pourrais revenir sur quelques chiffres juste après si vous voulez. On finit le tour de table, peut-être. Quentin, c'était quoi ta réaction en entendant Eric Roy nous dire ça? Moi, plus d'un point de vue sportif, en tant que supporter, en fait, quand tu prends cette déclaration et que tu les lis à tout ce qu'on a pu entendre à droite et à gauche par tous les gens de la hiérarchie sportive brestoise, c'est vrai que ça donne pas non plus envie de s'investir, nous, en tant que supporters. Comme l'a dit Fanch, on espère que la Ligue des Champions puisse faire passer un cap à ce club. C'est ce qui aurait peut-être dû arriver dans un championnat ou peut-être même dans un club géré peut-être mieux que ça. Je sais pas exactement comment on en est arrivé là. Est-ce que si c'est un peu à cause du Stade Brestois et beaucoup à cause de la Ligue, ou si les torts sont plutôt davantage partagés? C'est triste et je comprends pas non plus l'idée derrière ça, l'idée de le dire. Je sais pas trop ce que Eric Roy a gagné de dire ça. Il peut dire il peut peut-être atténuer un peu la situation, mais dire que sans Ligue des Champions, le Stade Brestois jouerait contre Plouzane et Guy Pava l'année prochaine. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, quoi. Comme l'a dit Thomas, il y a peut-être pas non plus besoin de s'atterrer outre mesure, même si on voit aussi dans les déclarations que visiblement le club aime bien jouer le côté toujours petit, jouer le maintien, ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Voilà, ça fait quand même 7 ans qu'on est en Ligue 1. Brest vient de jouer 2 fois de suite la première partie de tableau, la colonne de gauche, bien sûr. Est-ce que c'est pas le moment d'aller un peu plus haut, parce que aussi les autres clubs sont dans la même situation, voire pire. Eux n'ont pas la Ligue des Champions. Les Angers, Le Havre, etc. Comment font-ils? Ouais, c'est une première très bonne question et je pense qu'on peut peut-être te lancer dessus, Thomas. Il y avait la question de la DNCG. Quentin l'a dit, on est là depuis 6 ans en Ligue 1. À ma connaissance, on n'a jamais eu le moindre souci avec la DNCG, jamais d'encadrement, jamais de limitation des transferts, quoi que ce soit. À chaque fois, c'est passé crème. Et finalement, toi qui analyses un peu l'évolution, enfin les différents rapports de la DNCG, est-ce que tu as vu une évolution sur ces 6 ans? Est-ce que tu as l'impression que financièrement, le club est plus solide aujourd'hui qu'il ne l'était quand il est monté en Ligue 1? Ou c'est toujours la dèche? Non, forcément, tu remarques une évolution, même si quand même, globalement, à chaque fin de saison, le constat est à peu près le même. D'un point de vue rentabilité, tu es à l'équilibre. Pareil pour la partie financière, au niveau des dettes, des fonds propres, tu respectes à peu près tous les indicateurs. Ce qui en revanche est peut-être un petit peu plus contraignant, c'est que, imaginons, j'espère pas, mais si un jour on est amené à redescendre en Ligue 2, quel va être l'héritage en fait qu'on va avoir financièrement de cette saison Ligue 1 et de ces saisons Ligue 1?
parce que tu as quand même des revenus qui sont très très variables. Tu as aussi un contexte plutôt de gouvernance au niveau de la ligue aussi, qui ne rend pas beaucoup service au Stade Brestois, qui permet pas de gagner en lisibilité sur l'avenir en tout cas. Donc c'est vrai que si jamais tu retournes en Ligue 2, en termes d'infrastructure, t'as pas pu non plus énormément t'étendre. Tu vas perdre certains actifs joueurs. Donc c'est vrai que tu as une évolution, mais cette évolution, elle est quand même assez fragile. Et tu ne peux pas. Je pense qu'on aurait pu peut-être plus tirer profit de toutes nos belles saisons passées. Mais après, c'est pas que de la responsabilité du club aussi. Il y a aussi tout un contexte, voilà, au niveau de la Ligue. Peut-être rapidement pour évoquer vis-à-vis des budgets présentés à la Ligue. Si on fait un rapide historique un petit peu des performances passées, tu as globalement un chiffre d'affaires qui fait qu'augmenter ces dernières années. On était en 2023 à plus de 52 millions d'euros. On est en 2024 à plus de 72 millions d'euros, avec une masse salariale aussi qui ne fait que croître, mais qui reste faible par rapport à tout un tas d'autres clubs de Ligue 1. Si je prends l'exemple de Nantes, qui a un budget un petit peu plus élevé, mais qui a une masse salariale qui est parfois presque le double de la nôtre. Donc c'est important de le souligner. Et tu as un résultat net qui est certes en 2023 négatif, mais en 2024 positif, et qui avait été compensé en partie par les Messins qui avaient injecté 4 millions pardon, en 2023 et 4 millions ensuite en 2024. Donc tu as mine de rien une situation qui est à l'équilibre, une trésorerie qui est satisfaisante. 2024, tu avais quasiment 11 millions d'euros qui étaient investis potentiellement sur des joueurs comme Baldé, Doumbia, Ajorc pour la saison Ligue des Champions. Donc, en tout cas, sur les résultats passés et sur la situation des fonds propres, tu n'avais pas de signaux alarmants. Et donc, le budget à la DNCG est en général passé sans trop grande difficulté. Moi, j'ai une question sur l'héritage de la Ligue des Champions, Thomas. Et on retrouve cette question, on en parle d'ailleurs souvent entre nous avec Quentin et Yann, et même je vois cette question qui est régulièrement posée sur les réseaux sociaux, ou même en parlant à des supporters de Brest dans la rue, peu importe. C'est en fait finalement cet argent de la Ligue des Champions, si je me trompe, c'est à peu près 52 millions d'euros qui ont été récoltés avec la Ligue des Champions, c'est ça? Où est passé cet argent finalement? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu? Où est l'argent? Où est l'argent? Pas sur mon compte, ça c'est clair. Peut-être sur le vote, je sais pas. Mais bon. Au niveau de la Ligue des Champions, franchement, on a à peu près 52 millions d'euros, tu l'as dit. Sur la Ligue 1, sponsor billetterie, on devrait être à peu près 34 millions. Coupe de France, 200 000. Session de joueurs, à peu près 6 millions d'euros, si on prend en compte les ventes de Le Doiron, par exemple, ou autres. Donc on devrait avoir en 2025 presque 92 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est du jamais vu, c'est jamais arrivé par le passé, évidemment. Donc c'est une somme d'argent qui est conséquente. Elle doit mettre aussi en face d'un certain nombre de charges qui augmentent, masse salariale, amortissement de joueurs, etc. Donc, où est l'argent? En réalité, aujourd'hui, on devrait s'en sortir à peu près 10 millions d'euros de résultats nets sur 2025. C'est des estimations, il y a peut-être des décisions de gestion qui vont être aussi réalisées, mais on devrait avoir donc cette somme-là. Ça veut dire que théoriquement, elle va être mise en réserve. Donc, on devrait stocker cet argent dans nos fonds propres. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que cet argent-là va être capitalisé, investi? Ça, j'en sais rien. Et d'autant plus que tu as la vente de brassier qui devrait être imputée sur l'exercice qui arrive, donc 25-26. Donc tu as théoriquement une certaine somme d'argent que tu pourrais investir. Maintenant, il faut aussi prendre en compte que, par exemple, les droits télé ne peuvent plus être intégrés dans les budgets, parce que nouvelles chaînes, parce qu'on a du mal à les valoriser. Donc tu dois aussi te servir d'une partie de ces fonds pour compenser, je dirais, ces manques à gagner. Mais dans tous les cas, tu as une petite enveloppe mercato, tu as un petit héritage Ligue des Champions, mais c'est vrai que avec tout ce qui se passe aussi au niveau de la Ligue, avec, je dirais aussi peut-être une peur du risque au niveau du Stade Brestois, tu ne vas peut-être pas cramer la totalité de cet argent et capitaliser au maximum sur ces fonds. Parce que c'est vrai que c'est assez frustrant quand même de se dire que finalement 6-7 ans après l'arrivée en Ligue 1, on est presque au même endroit sportif en tout cas, malgré une campagne européenne sur laquelle on aurait pu capitaliser. Tu l'as dit, c'était peut-être maintenant ou jamais quoi que le Stade Brestois pouvait passer un cap. Et finalement, on se retrouve dans cette situation où tu te retrouves avec sur une saison post Ligue des Champions à essayer de
comme d'habitude, faire des joueurs libres, faire des joueurs en prêt. Ça fait quand même 2 ans qu'on se fait prêter des joueurs par des clubs de Ligue 2. C'est quand même un peu triste, même si on sait quel est le propriétaire de ce club de Ligue 2, mais voilà, d'un point de vue supporter, encore une fois, c'est un peu déstabilisant et c'est vrai que même moi, par rapport à mon abonnement, je l'ai pris, mais bon, pas avec non plus le sourire jusqu'aux oreilles, quoi. C'est quand même un état d'esprit assez étrange de se retrouver de supporter un club sur une saison post-Ligue des Champions où c'est ça, on fait les fonds de tiroir comme d'habitude finalement. Moi, j'ai une autre question, Thomas, à te poser, c'est qu'est-ce que le Stade Brestois pourrait faire pour que le modèle, enfin pour faire évoluer son modèle, c'est-à-dire de pas tout sans cesse, comme le dit Quentin, chaque été devoir vendre, se séparer de ses meilleurs joueurs, réduire sa masse salariale. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose de possible ou est-ce que parce qu'on sait que les droits télé là sur les au moins sur les 2 saisons qui viennent ne seront pas nuls parce qu'il y a quand même les droits européens nous concernant pour cette saison, puis ensuite ils vont avoir quand même un petit peu d'argent, mais ce sera moins que les années précédentes. Est-ce que le club peut envisager de trouver, je sais pas, de nouveaux actionnaires? Est-ce que c'est possible enfin, je sais pas, c'est toi le spécialiste. Est-ce que toi tu vois des solutions à court et moyen terme qui pourraient faire évoluer le modèle économique du Stade Brestois, ou alors est-ce que c'est vraiment la tombola proposée par Gérard Lesaint qui est l'avenir? Ça risque d'être compliqué avec une simple tombola. Je reviens juste sur les propos de Quentin. Oui, il y a une forme de pessimisme, ça c'est clair. Maintenant, c'est une saison aussi d'atterrissage, donc tu reviens à quelque chose de plus cohérent, beaucoup plus normal. Donc c'est sûr que forcément, tu vas pas pouvoir non plus, je dirais, agir sous le coup de l'émotion, vouloir prendre tout un tas de joueurs qui nous ferait rêver aussi. Je pense que c'est bien aussi d'avoir un certain nombre de décisions plutôt, je dirais, modérées et peut-être, même si c'est frustrant, je suis d'accord, plutôt que de vouloir aller toujours augmenter, sachant que derrière, tu sais pas vraiment ce que va nous réserver non plus cette nouvelle chaîne. Donc il y a vraiment en fait une perspective qui est faible d'un point de vue des droits télé. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de se projeter. Pour répondre à ta question, Franche, il y a plusieurs solutions, ça c'est clair. Mais d'abord, je pense qu'il y a plusieurs constats un petit peu problématiques. Je pense que on est d'accord là-dessus. Je pense que par exemple, toute la partie merchandising, les revenus pré-Ligue des Champions, post-Ligue des Champions, je pense que le club aurait pu faire plus d'efforts. Surtout qu'il y avait une vraie aussi envie de la part des supporters d'acheter des produits ou en tout cas de trouver des leviers sur cette Ligue des Champions. Là, par exemple, quand on parlait de capitalisation, je trouve que là-dessus, on a manqué un petit peu je dirais, de vis sur ce point-là. Après, il y a un centre de formation qui, certes, en évolution, mais quand tu regardes le classement 2025, on est, je crois, 17e sur 18, juste devant Angers. Donc, on a une difficulté à faire signer des joueurs pros et à leur donner du temps de jeu. Je sais pas, ça, pour un club comme nous, c'est un levier qui est majeur pour nous. Je pense que c'est la trajectoire qu'on doit aussi suivre pour les années à venir. Et particulièrement dans ces temps où les rentrées d'argent, à la fois économiques, mais aussi sur un point de vue sportif, où tu sais que tu vas avoir du mal à recruter des joueurs. Généralement, le centre de formation, c'est aussi un vivier de joueurs potentiels qui te permet de boucher des trous, que ce soit à l'entraînement, dans ton groupe, et te permettre de lancer des jeunes qui, par exemple, on le voit à Rennes, mais bon, là, à Rennes, c'est l'usine, mais qui te permettent aussi comme tu le dis, et c'est aussi un levier évidemment de toucher des revenus, mais c'est vrai que, et quand je disais que le club voilà, que c'était un peu frustrant, même au niveau du centre de formation, enfin, en fait, on ne peut pas actuellement voir d'investissement parce que si vous voyez où se trouve le centre de formation, en fait, voilà, c'est limité en place, c'est en pleine ville, donc il y a des voisins, il y a des maisons à côté, à droite, à gauche, derrière, devant. Il y a une rue, il y a une route, donc il y a 2 terrains. Alors oui, le terrain en herbe a été refait et maintenant il est utilisable toute l'année, ce qui est une bonne nouvelle, mais ça reste quand même 2 terrains à partager pour je sais pas combien d'équipes, des U7 jusqu'au U19 en passant par les féminines, donc c'est quand même très difficile, mais c'est clairement surtout en ces temps un peu incertains, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait mettre en place, mais malheureusement ça se met pas en place en 1 an ou 2 ans, donc
Ouais, totalement, t'as raison. Et ensuite, sur la partie plutôt actionnariat, Franche, tu l'as souligné, oui, c'est tout à fait possible aujourd'hui d'ouvrir le capital, de faire entrer un nouvel actionnaire. Maintenant, quel actionnaire aussi, je pense que c'est toujours bien de jouer la carte du local et d'essayer de garder peut-être, je dirais toujours cet esprit familial aussi. L'idée n'est pas d'aller vers peut-être la multipropriété ou autre, je pense que là-dessus on est d'accord. Mais maintenant, je pense qu'on peut aussi trouver des moyens supplémentaires. Donc faire entrer un nouvel actionnaire tout en gardant une gouvernance centrée autour des Lessins, je pense que ça me paraîtrait être une bonne solution. On peut penser à des enseignes comme Leclerc par exemple ou autres, de par leur actionnaire, ça peut être une possibilité. Euh, voilà, donc je pense qu'on a vu diversification des sources de revenus, nouvel actionnaire, et puis insister encore davantage sur le centre de formation. Je pense que c'est à peu près les trois grands leviers qui pourraient être utilisés à l'avenir, avec aussi ce nouveau stade notamment. Je vais te lancer juste après sur un sujet de plus long terme avec la tribune de Gérard Lessin. Mais avant, pour rebondir sur tes derniers propos, moi j'ai une question très simple. Est-ce que tu vois un club modèle en Ligue 1, Ligue 2, qui fait un peu ce que Brest devrait faire, ou essaye de faire aussi peut-être, hein? Bah, c'est difficile de voir un modèle sur lequel on pourrait copier-coller parce que tu vois, euh, Reims avait, quand ils étaient montés en Ligue 1 un an, enfin la même saison que nous, pardon, j'étais plutôt d'avis de copier leur modèle, d'aller chercher peut-être des joueurs un peu plus sur d'autres horizons, moins centrés sur la France, donc faire jouer un modèle de trading. Mais derrière, quand tu vois qu'au final c'est ultra aléatoire, que ensuite quand tu vois le niveau de dette, etc., et leur descente en Ligue 2, au final c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Après, quand tu vois d'autres clubs comme Strasbourg, mais qui au final se font racheter par un autre actionnaire qui est beaucoup plus puissant, là aussi, on peut pas forcément rivaliser. Je pense que le Brest aujourd'hui a des atouts qui sont clairs, le modèle familial, donner beaucoup de temps de jeu, relancer des joueurs. Et je pense que c'est un petit peu notre élément qui nous distingue d'autres clubs. Après, est-ce qu'il y a des clubs sur lesquels on pourrait, je dirais, s'en rapprocher? C'est très difficile de voir parce que tous les clubs sont aussi en Ligue 1 en train de se restructurer. Donc j'en vois pas vraiment là aujourd'hui des clubs modèles sur lesquels on pourrait, je dirais, se comparer. Je sais pas si vous avez des idées les gars, mais ouais, Bah, franchement, peut-être regarder en Belgique. Je sais qu'on aime bien regarder en Belgique. Quentin aime bien regarder en Belgique. Grégory Lorenzi aime bien regarder en Belgique. On peut Bon, regarder. ça plutôt en Allemagne, mais un club comme Fribourg, oui, par moi je suis exemple, d'accord. Mm. qui travaille excessivement bien, qui surperforme par rapport à son budget tous les ans. Le problème, majeur problème, c'est qu'ils ont un excellent centre de formation. Donc à partir de là, l'exemple tombe à l'eau. Mm. Et une autre question peut-être un peu naïve, parce que moi vraiment en économie, je reste à des bases très, enfin première ES, hein, ça n'a pas dépassé, enfin terme ES, ça n'a pas dépassé ça. Les clubs aujourd'hui, alors on est là pour parler du Stade Brestois, mais on peut quand même comparer avec nos concurrents et adversaires. Des clubs comme Angers, Le Havre, Metz, qui sont pas des clubs détenus par des fonds étatiques comme par exemple le PSG ou des très grandes fortunes comme le Paris FC, hein, qui monte de Ligue 2 avec beaucoup plus d'argent que nous désormais. Comment font ces clubs-là par rapport à nous pour s'en sortir, parce qu'eux n'ont pas eu la Ligue des Champions? Est-ce qu'on a quand même de l'avance sur ces trois clubs que j'ai pu citer? Peut-être Lorient aussi, même si je ne sais pas trop avec Ferry quels sont leurs moyens aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils soient colossaux. Comment font ces clubs pour exister? Et est-ce qu'aujourd'hui, en juillet 2025, la Ligue des Champions nous permet quand même d'avoir une bonne longueur d'avance sur ces clubs-là? Oui, oui, clairement, la Ligue des Champions te donne, je dirais vraiment un temps d'avance. Si tu regardes par exemple Angers-Le Havre, justement devant la DNCG, j'ai envie de dire que c'est pas forcément passé en totale liberté. Tu as un encadrement de la masse salariale, une indemnité de mutation aussi qui va être encadrée pour Le Havre et Angers. À voir aussi ce que va devenir Le Havre, parce qu'ils ont été rachetés là il y a peu. Donc à voir comment l'actionnaire aussi va décider de revoir le modèle du Havre. Mais en tout cas, là tu as de l'avance. Leur budget, il devrait être autour de, allez, 22 millions, 25 millions pour Angers et Le Havre. Nous, on devrait être entre 35, peut-être 40. Donc on a quand même un certain matelas d'avance. Puis après, nous, on va plutôt être en concurrence, je dirais, avec des clubs comme Auxerre, comme Metz, qui devraient avoir des budgets à peu près identiques aux nôtres, alors même qu'ils n'ont pas eu de Ligue des Champions. Donc ça, c'est je dirais, le côté un peu paradoxal. Et puis par contre, Lorient, ils sont devant en termes de budget. Ça devrait être autour de 50 millions. L'actionnaire est beaucoup plus présent, il investit davantage. Donc forcément, ils ont, je dirais, un temps d'avance sur nous, même
sans Ligue des Champions. Donc forcément, tu te retrouves malgré tout dans une deuxième partie de tableau en matière de budget. Mais bon, après, on a vu non plus que les budgets faisaient pas tout et qu'on arrivait parfois, nous, à développer d'autres facteurs qui nous permettent d'avoir les saisons qu'on a. Mais c'est vrai que d'un point de vue des concurrents, en tout cas, tu es un petit peu devant, mais tu ne peux pas, encore une fois, capitaliser sur la Ligue des Champions, en tout cas pas autant qu'on l'aurait aimé, ça c'est sûr. Donc si je comprends bien, on doit plutôt se comparer du coup à Auxerre, Metz si on est vraiment sur du financier. Et c'est vrai que ça pique un peu cet été, puisque tu regardes Auxerre qui a un mercato assez animé. Je crois qu'il y a eu un prêt avec option d'achat, je crois, de 16 millions d'euros. Ils ont déjà recruté pas mal de joueurs. Est-ce que en fait, c'est ce que Quentin disait, est-ce qu'on doit s'habituer à ce que tous les ans on dise en tout cas, n'avoir presque pas de budget, ne pas pouvoir dépenser plus de 2-3 millions et toujours devoir compter sur une vente pour investir? Ou est-ce qu'on peut espérer qu'à horizon de 2, 3, 4 ans, si Brest se maintient en Ligue 1, on puisse enfin passer ce cap et d'investir 3-4 millions sans avoir besoin de vendre une saison ou deux, par exemple? Bah, du coup, tu rejoins un petit peu le discours d'Éric Roy quand il dit qu'on aurait mis la clé sous la porte. Moi, je pense qu'en fait, chez lui, il y avait aussi une forme de frustration. Lui qui voulait justement reprolonger, il cherchait peut-être une idée supplémentaire de rebooster un petit peu le projet du stade. C'est vrai que forcément, je pense qu'il est un peu aussi tombé de sa chaise quand il a vu qu'au final, on n'allait pas pouvoir vraiment dépenser autant qu'on aurait aimé. Donc déjà, je pense qu'il y avait une frustration dans ses propos. Ensuite, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le Stade Brestois, il y a une volonté de ne pas prendre de risques. Euh, Ça, c'est clair et net. Et à tort, sûrement, parfois, mais je pense que s'ils sont aussi là en Ligue 1, il faut reconnaître le travail. Maintenant, c'est des bons financiers, ils gèrent bien leur activité. Quand en général, tu as une activité qui est risquée comme le domaine sportif avec un aléa extrêmement élevé, il est difficile souvent de rajouter, je dirais, un risque financier. Sinon, vous multipliez votre risque et vous arrivez parfois à des situations que vous pouvez plus contrôler du tout. L'exemple lyonnais est le bon. Et donc forcément, les Leucins, ils dépensent pas plus qu'ils gagnent, donc ils ont cette vision très peu risquée et essaient de diminuer là aussi le risque financier. Maintenant, je pense quand même que on a une possibilité d'investir et que les années à venir, on sera pas tributaire toujours d'une vente. Mais après, tout dépendra de notre capacité à développer ce nouveau stade, de diversifier nos revenus et notre sorte de formation, ça c'est certain. En l'état actuel des choses, oui, il faudra vendre les années futures, ça c'est évident. Mais si jamais tu arrives à capitaliser sur ces trois autres points, normalement tu devrais pouvoir être à l'équilibre et subvenir à tes besoins sans forcément vendre. Ça c'est évident. Très Et bien, tu as après, lancé pardon, Quentin, c'est quand même normal de devoir vendre. C'est-à-dire que Ouais. ouais. c'est aussi le tributaire d'un club comme Brest qui est pas en haut de la chaîne alimentaire. C'est de quand même acheter des joueurs et d'essayer de les revendre plus cher. Malheureusement, c'est comme ça que le football fonctionne actuellement. Donc ça fait aussi partie de la vérité de ce qu'est un club comme Brest. Ça, Tout à et fait. d'ailleurs, en 2023, peut-être que si on regarde rapidement, on est justement un club qui n'est pas si dépendant que ça des ventes. On avait déjà en 2023 un résultat qui était positif avant nos ventes de joueurs. Si on prend l'exemple de Nantes, de Strasbourg ou de Reims, c'était moins 30 millions, moins 40 millions, moins 10 millions, avant justement de vendre des joueurs. Donc on avait en quelque sorte cet équilibre. Ce qui montre que parfois il y a des clubs comme Nantes qui doivent vendre près de 32 millions d'euros pour être à l'équilibre. C'est quand même assez conséquent. Tout à fait, tu as lancé ouvert plusieurs sujets. Je propose qu'on fasse une micro-coupure et on revient dessus tout de suite après. Hop, on se retrouve avec cette pause. Après cette pause, toujours avec Quentin, toujours avec Fanch et toujours avec Thomas, le collègue de Point Brest. Thomas, juste avant la petite pause, tu nous as lâché quelques mots-clés un peu, hein. Diversification, nouveau stade. Et finalement, c'est des mots-clés, ne le prends pas mal, mais c'est des mots-clés qu'on retrouve dans le communiqué de Gérard Leucin. Et j'ai envie un peu, pour commencer sur cette partie qui est plus de long terme, par citer Gérard Leucin. Je vous fais l'économie de tout ce qui est sur la situation sportive, où il dit qu'on doit se préparer à une descente, ou je vous fais l'économie d'analyse de fond, ou même de forme, parce que c'est pas un très beau communiqué, pour me centrer finalement sur, allez, on va dire 2 paragraphes et demi
qui parle du modèle financier. Désolé pour le tunnel, mais je pense que c'est assez intéressant. Donc je commence le premier paragraphe, je cite: Aujourd'hui, les contraintes économiques et la baisse d'engouement général menacent Belle Énergie. Des difficultés apparaissent, la fin de l'aventure européenne, l'épuisement progressif des ressources financières et la baisse prévisible des droits TV. Fin de citation. Sur ça, bon, la fin de l'aventure européenne, il n'y a pas forcément besoin de chercher plus loin. La baisse prévisible des droits TV, on en a déjà parlé, tout le monde sait ce dont on parle, c'est logique. Mais en fait, est-ce que toi, de ton point de vue, tu vois, et c'est aussi une question pour Franche et Quentin d'ailleurs, puisqu'on n'en avait pas parlé, qu'est-ce que vous mettez derrière l'épuisement progressif des ressources financières? C'est quelque chose qui paraît assez abstrait, et j'en profite pour mettre une critique plus générale autour du Stade Brestois, mais c'est globalement du football français sur les questions de finances, c'est qu'il y a un manque de transparence qui est assez navrant, qui fait que souvent on ne sait pas vraiment de quoi on parle, on a l'impression qu'on mélange des choux et des carottes, et on n'a pas cette visibilité. Et là, cette phrase, l'épuisement progressif des ressources financières, je trouve que c'est la meilleure illustration de ça. Peut-être moi je peux commencer, peut-être. Je pense que, bon, déjà, il résonne dans vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, la saison d'atterrissage. En fait, on redevient je dirais, des chiffres un peu plus normaux, cohérents avec les années passées. Épuisement, je vois pas trop sur quoi il insiste vraiment. Peut-être qu'il parle, il a dit droit télé, mais en fait, pour moi, ce qu'il a dit, ça rejoint finalement ça, l'épuisement. Les autres sources d'épuisement, je les connais pas énormément parce que les contrats de sponsoring, de partenariat, qui sont une bonne source de revenus pour le club, je suis pas sûr qu'ils diminuent à l'avenir. Quand on voit peut-être les nouveaux contrats qui ont été conclus, là on pense à Adidas, mais avec aussi tout un tas de sponsoring du fait de la Ligue des Champions. Euh, Ensuite, quand tu regardes potentiellement l'arrivée du nouveau stade, normalement, tu es censé avoir des ressources en plus. Peut-être qu'il parle aussi de la diminution des actifs joueurs que l'on a, parce que c'est vrai qu'en fait, on a beaucoup de joueurs en prêt et qu'on va être confronté à une situation où c'est vrai qu'à un moment donné, tu ne vas peut-être plus pouvoir vendre des joueurs si tu les as tous en prêt ou alors tu as du mal à les valoriser. Donc c'est peut-être ça qu'il évoquait, mais en tout état de cause, pour le moment, il n'y a pas de raison, je dirais, voilà, de lancer ce signal d'alarme. Et je trouve que ce discours-là, il est un petit peu paradoxal avec ce que disait Denis Le Saint quelques mois plus tôt, où il disait qu'il voulait continuer d'avoir un grand club à Brest, de revivre une saison européenne. Et là, on nous pond ce communiqué avec une tombola. Donc c'est vrai que c'était un petit peu surprenant, et j'avoue que j'ai pas toutes les réponses à ces interrogations en tout cas. Pas de souci. Par contre, je rebondis sur un de tes propos. C'est quelque chose qui est assez récurrent à Brest. C'est un peu un cercle vicieux où, comme on a quand même besoin d'avoir un certain nombre de joueurs professionnels pour jouer en Ligue 1, parfois certaines ventes peuvent être retardées parce qu'on n'a pas le remplaçant. Et bon, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais on peut quand même dévoiler l'envers du décor parce que ça date il y a 2 ans et demi à peu près. Quand Jérémy Le Doiron reçoit une offre de Lorient, une offre faramineuse qui est autour de, je crois que c'est 6, 7, 8 millions, Brest ne l'accepte pas parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. C'est pas parce que Brest considère que Jérémy Le Doiron vaut plus. Ça a été assumé, c'est de dire que si on le vend, eh ben on n'a personne. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tu ne peux pas vendre parce que tu ne peux pas acheter, et comme tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. C'est compliqué d'en sortir, mais là-dessus... Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Voilà, je sais pas si ça génère des réactions du côté des 2 collègues sur ce paragraphe-là, qui est très rapide. Pas nécessairement sur ton paragraphe, mais sur le paragraphe, pardon, parce que c'est pas le tien du tout. Merci. Désolé, tu n'aurais pas écrit ça. Non, mais par contre sur le côté Le Doiron, c'est aussi il y a un petit manque de préparation, peut-être du mercato, je sais pas, mais en fait et l'un des leviers aussi, et Thomas en a parlé, c'est d'aller recruter un peu ailleurs qu'en France, prendre peut-être un peu de risque sur des joueurs qui seraient un peu moins chers, et les revendre en tant qu'actif fort. C'est vrai que quand on regarde l'effectif, il y a assez peu de perspectives de grosses ventes. On peut parler de Bradley Loco, évidemment. Après, par contre, on voit quand même un effectif qui est assez vieillissant, avec des cadres qui dépassent la trentaine, hein. Si on prend la colonne vertébrale, j'ai oublié Madi Camara, pardon.
j'ai oublié Madi Camara, mais Les Melou, Ajorc, Chardonnay, Del Castillo, Bizot évidemment qui s'en va pour une somme assez cheap, j'imagine, mais ça va pas dépasser les 2-3 millions d'euros, je pense. Donc c'est vrai que ça manque un peu d'actifs à revendre, et c'est peut-être aussi l'épuisement progressif des ressources financières, c'est peut-être de ça dont il parlait, mais un peu le même ressenti. C'est vrai que c'est un peu vague comme phrase et comme expression, cet épuisement progressif des ressources financières. Le paragraphe suivant, par contre, il est très clair et revient sur un sujet majeur. C'est, je vais le citer, mais bon, c'est pas forcément besoin. Pour l'avenir, l'arrivée de l'Arkea Park dans 3 ans représente une lueur d'espoir avec la possibilité de développer des revenus hors match. On entend souvent dire que l'Arkea Park, c'est indispensable pour la survie du football professionnel à Brest pour des raisons de réglementation, des raisons de qualité d'infrastructure. Là, ce que Gérard Lecin semble dire, et c'est pas le seul, c'est que même financièrement, sans nouveau stade, Brest est un peu condamné à ne jamais pouvoir grandir. C'est une vue de l'esprit, c'est un élément de langage pour vendre le nouveau stade, ou c'est une réalité concrète? Juste peut-être, déjà, on pourrait peut-être jouer la Coupe d'Europe à Brest avec un nouveau stade. Et ce serait potentiellement comme des investissements que Brest ne reverra plus, finalement, à part peut-être les bancs de touche qui sont arrivés du côté de Quatodon. Mais il y a quand même beaucoup d'investissements qui ont été faits à Guingamp. Je crois que ça a été partagé par le club de Brest et le club de Guingamp. Mais ça fait aussi, on me demandait où est l'argent dans les 52 millions. J'imagine que le Stade brestois a dû mettre la main à la poche pour ces investissements qui ne seront pas retrouvés. Et l'Arkea Park, pour le coup, représente aussi cette possibilité de jouer à Brest si jamais Coupe d'Europe il devait y avoir. Donc à ce moment-là, ce serait déjà positif, puisque je pense aucune chance qu'on voit la Coupe d'Europe à Francis Leblay si on se qualifie. Je ne sais pas si quelqu'un a une réaction là-dessus sur le discours Arkea Park. Je sais pas, Franche, Thomas. Si je peux, ouais, si je peux ajouter. Déjà, peut-être sur les propos de Gérard Lecin, il y a peut-être aussi l'idée de préparer un petit peu les supporters à quelque chose de plus, encore une fois, de plus rationnel, de peut-être calmer aussi peut-être certains supporters qui pensaient qu'on allait pouvoir investir. Donc il y a peut-être aussi l'idée d'avoir un communiqué assez froid pour faire baisser un petit peu la température. Bon, ouais, j'avoue que encore une fois, ouais, on n'a pas trop d'éléments pour justifier cette baisse des équilibres futurs et financiers. Et après sur le nouveau stade, oui, ça c'est évident, il te faut un actif comme ça pour déjà attirer des joueurs. On est souvent Lorenzi le dit souvent qu'on a du mal à attirer des joueurs, déjà parce qu'on est un peu excentré, parce que la météo n'est pas toujours idéale, mais surtout parce que t'as pas des infrastructures aussi qui font rêver les joueurs. Donc un nouveau stade flambant neuf, forcément que tu vas attirer davantage. Tu peux booster tes revenus parce que ton stade finalement il vit que un match sur deux toute une saison. Là en fait tu vas pouvoir faire des concerts, faire tout un tas d'événements. Donc ça je pense que c'est pareil un élément important à prendre en compte. Et puis après, parce que tu vas pouvoir avoir tout autour de ce stade, la promesse en tout cas, et de ça, hein, de la vie, et donc des commerces, et tu vas, toi, forcément en tirer une petite partie. Donc ton nouveau stade, il est évidemment essentiel. Après, il y a des débats sur le plan de financement, on pourra y revenir, des débats sur la capacité aussi, mais ce nouveau stade, il est évidemment essentiel, et ça va permettre au club aussi de se développer, ça c'est évident. Tu dis on peut y revenir, on peut y revenir de suite justement. Peut-être commencer par celui que tout le monde maîtrise finalement, c'est le sujet de la capacité. On parle d'un stade qui serait, je crois que c'est aux alentours de 15 000 places. Beaucoup disent que c'est trop peu, certains disent que c'est à la taille de Brest. Moi ce que je vois là-dessus, c'est que ça confirme peut-être une impression, c'est que les revenus de billetterie ne sont pas l'essentiel pour le nouveau stade, qu'il y a d'autres intérêts financiers, c'est ce que tu évoques, les boutiques, etc. Mais est-ce que c'est peut-être pour ça que le choix de 15 000 financièrement, c'est le plus intéressant, le meilleur calcul? Ou est-ce qu'on est encore, comme tu disais, dans
d'une approche du risque très modérée et on se dit peut-être qu'on sera en Ligue 2 et 15 000 en Ligue 2 c'est bien. Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça. Tu l'as dit, je pense que en fait, le nombre de places, ça reflète un petit peu l'ambition des Lessins. C'est qu'en fait, on est sur quelque chose qu'on maîtrise, on sort pas de notre zone un petit peu de confort. C'est pas une critique, je pense que c'est juste leur vision des choses. Et c'est un petit peu dommage parce que quand tu prends en compte la croissance démographique dans la région, dans le département, dans la ville, c'est des éléments que tu dois te projeter dans 10, 15, 20 ans. On parle d'un stade qui pourra potentiellement durer plus de 50 ans en fait. Donc c'est vrai que maintenir ta capacité à l'identique à ce qu'on connaît déjà, je trouve que déjà c'est un petit peu problématique. Ça c'est pour le premier point. Et puis surtout sur les recettes billetterie, l'intérêt pour le Stade Brestois, c'est de maintenir un certain nombre plafonné en fait le nombre de places pour avoir, je dirais, le prix moyen d'un billet un peu plus élevé. Un peu comme ce que fait le PSG avec le Parc des Princes, où tu as des prix qui, bon là c'est totalement hors proportion, hein, mais on a cette idée-là d'avoir des places assez restreintes pour pouvoir augmenter les prix. Donc tu es peut-être aussi dans cette logique-là. Après le stade, vu le terrain et vu le projet, il pourrait être aussi étendu sur les tribunes, derrière les buts, etc. Ça c'est des possibilités. Mais je pense que sur la capacité, on aurait peut-être pu le viser facilement 17 000, quoi, couper la poire en deux entre 20 et 15 et avoir 17 000. Je pense que le coût additionnel de 2000 places n'était pas si démesuré au regard du projet. Je pense en tout cas. Et en un sens, on prend du coup cette critique comme quoi le nouveau stade ne serait pas populaire. C'est les élus communistes qui demandaient augmenter, je crois, de 3000 places le futur stade, potentiellement. Voilà, je ne sais pas si la question du nouveau stade appelle d'autres remarques. Évidemment, on a vu l'actualité du jour, on reviendra dessus dans un autre podcast, c'est la ZAD qui est en train de se mettre en place. Et je vais poser la question de manière très provocatrice, mais si jamais, demain, décision de justice ou les Lessins décident de jeter l'éponge, le Stade Brestois abandonne son projet de nouveau stade. D'une part, quelles seraient potentiellement les conséquences pour la crédibilité du projet? Évidemment, on sait qu'elle prendra un coup, mais financièrement, quelles seraient les conséquences avec deux volets? Le premier, je m'interroge sur évidemment les projections de revenus. Est-ce qu'on repart à zéro sur les 10 prochaines années, sur les anticipations? Et la deuxième, c'est un mythe, on le voit notamment sur Allez-Brest, on le voit sur Twitter. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de caisse noire nouveau stade? C'est-à-dire que les dirigeants décident, on te demandait où est passé l'argent, de garder une partie des fonds propres pour pouvoir les injecter dans ce nouveau stade. Et si jamais il n'y a pas de nouveau stade, est-ce qu'on pourrait imaginer que ces fonds-là reviennent dans le sportif? Mais surtout, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment une possibilité qu'il y ait de l'argent mis sous séquestre juste pour le nouveau stade? Alors je suis pas sûr que les Lessins gardent de l'argent en tant que tel pour le projet, parce qu'en fait le plan de financement tel qu'il a été décrit, d'ailleurs mis à jour à plusieurs reprises, pour moi est totalement indépendant d'abord du Stade Brestois et ensuite de la volonté des Lessins d'investir dans le club. Je pense que c'est vraiment un projet à part. Je peux me tromper, mais normalement c'est vraiment indépendant. Et je pense qu'honnêtement, si le stade n'aboutit pas, je pense que les Lessins, à un moment donné, vont décider de vendre le club, en fait, parce qu'à un moment donné, ils verront plus de possibilités pour augmenter les revenus. Ils vont stagner. Alors certes, ça profitera aussi parce que les Lessins se servent du Stade Brestois pour évidemment satisfaire aussi tous leurs partenaires pour leur groupe Lessin et autres. Donc ça reste un actif important pour eux, mais à un moment donné, si tu peux pas le faire développer, tu risques aussi peut-être de retomber en Ligue 2 et là, à un moment donné, tu peux aussi voir la valeur de ton club diminuer alors qu'ils ont mis quand même un certain nombre d'argent et ça peut être problématique. Et juste sur le plan de financement, il y a des débats. Ah, moi que tu veux y revenir, Franck, vas-y. Non, Si parce tu que veux tu sur évoquais ça. les partenaires et ça me fait penser à quelque chose, parce qu'on fait souvent la réflexion que souvent ils sont très largement mis en avant, parfois même avant les supporters, que ce soit dans les prises de parole publiques, dans les offres pardon, qui sont réservées, souvent les partenaires voilà, sont cités, mis en avant avant les supporters. Ce qui Les peut paraître documentaires. les documentaires, les places, etc. Et on pourrait en citer des tonnes et des tonnes. Donc s'ils sont autant mis en avant, c'est que j'imagine qu'ils apportent beaucoup aussi au club. Est-ce que toi tu es capable de nous dire là ce que représente aujourd'hui, je crois que Brest est un des clubs de Ligue 1 qui compte le plus de
partenaires en termes, pas de revenus, mais en tout cas en termes de nombre de partenaires différents. Quel est l'apport financier, en tout cas quel pourcentage, je sais pas, du budget apporté par ces partenaires justement au club? Est-ce que tu sais un petit peu ça? Bah écoute, tu vois, sur les chiffres 2024, tu as à peu près 10 millions d'euros qui est relatif à la partie sponsor publicité. Donc c'est une part de revenus assez importante quand même de ton chiffre d'affaires total. Et quand tu compares ça à d'autres clubs de Ligue 1, tu es dans une position en général quasiment dans les 10 meilleurs clubs de Ligue 1 en termes de revenus partenariat. Alors que pour autant, les places en loge, elles sont assez réduites, tu peux encore développer davantage. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent faire en fait avec leur nouveau stade. Ils aimeraient augmenter encore plus, tu l'as dit, hein, la part des partenaires. Mais bon, effectivement, normalement, quand tu vois les chiffres, effectivement, les partenariats mettent un certain nombre d'argent pour le club. Et je pense que les nouveaux contrats avec Adidas ou le contrat avec Arkea va faire qu'augmenter la part des partenariats. Et je Justement, te relance excuse-moi Yann, juste rapidement, je te relance sur la question des partenaires. Est-ce qu'on n'aurait pas pu profiter, et tu l'évoquais brièvement tout à l'heure en parlant de l'origine plutôt locale du réseau Le Saint et des partenaires du Stade Brestois, est-ce qu'on n'aurait pas pu profiter, à ton avis, davantage, ou en tout cas de manière plus pertinente, de l'exposition Ligue des Champions pour attirer de nouveaux partenaires? Peut-être que ça a été fait, mais pas rendu public. Mais l'exposition est telle qu'on a vu, hein, Brest, notamment les sponsors Malo, enfin le sponsor Malo a fait plutôt pas mal parler de lui avec le maillot, avec les yaourts, etc. Mais est-ce que tu trouves qu'on a assez bien surfé sur cette vague européenne, cette exposition européenne, en termes de partenariat économique, etc.? Je pense que tu peux faire toujours mieux, là. Honnêtement, on aurait pu, sur les partenariats, peut-être attirer d'autres marques. Après, il y a un problème aussi, c'est que tu dois respecter des contrats. Je sais pas quels est vraiment les tenants et aboutissants des contrats, mais si je prends l'exemple du partenaire maillot Keguiner, qui est celui que l'on voit partout sur nos maillots, tu as des contrats en fait qui régissent tout ça sur des durées, et que forcément tu peux pas du jour au lendemain rompre ta relation contractuelle, essayer de faire appel à un nouvel partenaire qui mettrait davantage. Je pense que Guinée a dû mettre davantage dans le sens où ils ont la vente de maillots étant plus importante, l'exposition aussi. Mais t'es quand même assez contraint par un cadre juridique qui te permettra pas de tout bousculer. Maintenant, tu as peut-être d'autres partenariats pour, je dirais, des matchs que tu aurais pu éventuellement trouver, dénicher. Je pense qu'ils ont fait un effort là-dessus. De toute façon, on verra. Les comptes là vont être publiés courant janvier, février de l'année prochaine. On verra quel va être le gain marginal je dirais, des fonds qu'on va pouvoir tirer de ces partenariats. Et on verra si oui ou non on a eu une exposition plus forte, ou si au contraire on a été plutôt timide sur ce point. Je crois moi que j'ai Yann, une t'avais une... dernière, j'ai une toute dernière question qui est un peu provocatrice, et après je sais qu'il y a quelques petits trucs pêle-mêle, je pense que Franche notamment a envie, mais moi je vais aller dans le scénario un peu catastrophe. Si demain les frères Le Saint décident d'arrêter et de vendre le club, combien vaut le Stade Brestois 29 aujourd'hui? Finalement, combien on devrait débourser pour acheter le Stade Brestois si on veut demain que Brestonner soit propriétaire du Stade Brestois, par exemple? Ça pour le coup c'est très très difficile à dire. Euh, On va dire en je une pense que fourchette, pas forcément en millions près. Je n'ai ouais, pas les fonds, dans tous écoute, les cas, il n'y a pas de déjà problème. tu te bats. Ouais, ouais. Écoute, plutôt d'un point de vue méthodologique, déjà tu te bases sur tous les actifs joueurs que tu peux avoir. Euh, Aujourd'hui, tu as une valeur de bilan qui est à peu près de 36 millions, 36 millions 6. Si tu ajoutes la valeur de la marque du Stade Brestois et derrière de toute la communauté, de tous les supporters, etc., tu peux avoir tu es entre peut-être 50 et 100. Tu vois, là, je te donne une fourchette très large, mais quand tu vois le prix auquel les Lessins l'ont acquis, je pense que déjà il y a une plus-value qui est colossale pour eux à l'heure actuelle. Mais c'est très difficile d'évaluer parce que tu as une part qu'on appelle la valeur de marque et qui là dépend beaucoup beaucoup de l'appréciation que vont avoir les investisseurs du bassin de population, des supporters, leur capacité à investir, etc. Très bien. Et d'où Effectivement. finalement l'intérêt d'être en Ligue 1, notamment. Et d'avoir un nouveau stade, c'est Toujours. peut-être aussi dans cette logique.
Ah bah forcément, si t'as un nouveau stade, tu valorises ton actif, tu le gonfles énormément, ça c'est clair. Après, le nouveau stade, il va retomber dans la propriété de la municipalité, en tout cas de la ville, la métropole, enfin d'ici à 50, 60 ans. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Moi, dans un tout autre domaine, et tu l'as évoqué tout à l'heure, mais je voulais avoir un petit peu plus de précision parce que c'était pas hyper clair dans mon esprit, et je pense que dans le tien, ça doit l'être beaucoup plus. C'est le transfert de Lilian Brassier. Juste, est-ce que tu peux nous préciser? Tu as dit que l'argent donc de son transfert allait être intégré dans les comptes de cette année, si j'ai bien compris. Pourtant, j'avais lu, mais peut-être à tort, hein, ou j'avais mal lu, que du fait qu'il soit revenu de Marseille et qu'on l'ait ensuite reprêté à Rennes, l'argent, ouais, on l'avait touché cet hiver. Est-ce que l'argent on l'a déjà touché cet hiver? Est-ce qu'il est comptabilisé pour cet été? Est-ce que tu peux juste très rapidement me répondre? Bah écoute, là-dessus, il y a un flou, c'est vrai. De ce que j'ai compris, moi, pour le coup, normalement, l'option ayant été transférée à Rennes, elle n'a pas dû être levée normalement au courant janvier, donc cet hiver. Pour moi, elle a été levée au 1er juillet de cette année. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt du club de la faire lever sur cet exercice-là. Parce que le niveau de revenu qu'on a accumulé en 2025, il est tellement énorme que si tu rajoutes 12 millions d'euros, tu dépasserais l'entendement. Alors, je sais pas exactement je pense que normalement, ça a été activé le 1er juillet. Ce qui veut dire que ça apparaîtrait dans le budget qui a été présenté à la DNCG là, pour l'exercice à venir. Et donc, c'est de l'argent qui va pouvoir être, en tout cas, compenser la perte de droits télé, vu qu'on peut pas mettre de droits télé et qui pourra potentiellement aussi servir à être réinvesti au bon vouloir après des dirigeants. En tout état de cause, l'option d'achat a été levée sur l'exercice 2025-2026. Oui, parce qu'il y a aussi, on l'a pas évoqué, on n'aura pas le temps, il y a beaucoup de questions de fiscalité, je suppose, beaucoup de questions de taxation, sur plein Ouais. de sujets. Ça fait quand même quasiment 50 minutes qu'on est tous ensemble, donc je vous propose qu'on puisse s'arrêter là, sauf si quelqu'un a une dernière remarque, commentaire qui soit lié ou non, voilà, sauf si vous louez un appart, c'est pas le sujet, mais voilà, sinon je vous propose qu'on s'arrête là, quitte à reprendre une prochaine fois. Je redonne la mention, même si tout le monde l'a, Non, je pense hein, qu'on a fait pour le tour. Thomas, c'est Point Brest sur Twitter. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, à le relayer, à poser des questions, évidemment. On peut te retrouver peut-être ailleurs sur le forum Aller Brest, notamment aussi. Oui, ça arrive parfois que j'apporte un peu ma contribution, c'est vrai. Ouais. Je voulais remercier Thomas parce que c'était très clair les explications. Enfin, en tout cas pour moi qui ai besoin souvent de faire préciser les choses, et je suis attentivement ton compte et je lis très très souvent ce que tu produis. Je trouve que également là dans les réponses que tu as pu apporter, c'est extrêmement clair. Donc merci beaucoup parce que je pense que les gens qui ont écouté cet épisode ont appris beaucoup de choses. En tout cas c'est mon cas et j'espère qu'on pourra reproduire cette expérience avec toi à l'avenir. Oui, et puis à l'avenir, Bien. Thomas, merci évidemment, mais certes, tu es quelqu'un qui suit énormément les finances, mais tu es avant tout un supporter du Stade Brestois 29. Donc si on peut Ouais. parler du Stade Brestois en tant que supporter à l'avenir, c'est avec grand plaisir. Évidemment, tu es le Ah, bienvenu. ça sera avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup. J'essaye d'être le plus vulgarisant possible, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est comme moi avec mes sixièmes. Pas évident. C'est comme le Stade Brestois l'été, c'est pas toujours évident. Ah ouais, c'est clair. Très bien. Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. À Merci bientôt. beaucoup également. Kenavo. Salut. Merci. Allez, bref, salut. Ciao.